Sondani mamidana ke midari majulare mbrajotana gori japa. Il faut que nous organisions des recherches systématiques pour toutes les personnes emblématiques, toutes les figures importantes, dont le comportement, dont les gestes, dont les actes ont été déterminants dans le progrès économique, social et culturel de notre pays. Et que nous les fassions connaître, aimer, discuter, découvrir. Nous les documentions dans des conditions telles que chacun de nos enfants, dès l'école maternelle, commence à savoir qui est Thierno Souleymane Baal. Et donc je pense que peut-être que comme durant l'esclavage, il y a eu des gens très importants qui ont été à la pointe du combat, qui sont des gens comme Boukman, parce que Boukman c'est un musulman, il faut le savoir. Pour les esclaves qui croupissent dans le malheur, Makandal est le sauveur inespéré. C'est le fils d'Ogu envoyé par les dieux d'Afrique pour les libérer. Ils n'en doutent point car Makandal est fort, invincible, immortel. Même les Français le craignent et finissent par croire en sa nature extraordinaire. Parce que le nom de Boukman, il se trouve dans le Coran, quand vous lisez la sourate Omnium, Boukman, Summun. Boukman, ça veut dire un homme muet, c'est-à-dire un clandestin. C'est-à-dire quelqu'un qui se cache pour organiser la résistance de son peuple. La plupart des sommeils n'étaient pas encore profonds lorsque des coups de feu, des gorges en fureur explosèrent dans la nuit. Le Cap français qui allait s'endormir était subitement pris au collet. Plusieurs rues étaient envahies en même temps. C'était une attaque, c'était une course folle. C'était des soldats attaquant une forteresse. C'était des fourmis se répandant sur la charogne. Les citadins à l'entrée ouest de la ville voyaient de leurs fenêtres venir une vague d'hommes, de feu, de bruit, de colère. Ils n'avaient pas vu l'éruption du volcan, mais ils voyaient cette coulée de lave qui se répandait dans les rues. Cette vague enflammée, agitée, effrayante, semblait provenir de l'infini pour les submerger. Des pierres comme des feux étaient lancées contre des maisons. Certaines étaient parties. La nuit, de plus en plus de fracas, de craquements, de crépissements, de chants, de cris, de pleurs. Le bois, le fer, la terre, le feu, les hommes hurlaient ensemble. Cet esclandre était le plaidoyer des opprimés. Dans les rues des cités, la souffrance des peuples est décriée. Ce bouillonnement qui est cauchemar pour les seigneurs est fomenté par les rêves des vers de terre. La ville qui allait se plonger dans les ténèbres s'illumina soudainement de la clarté arrogante de la rébellion. Donc ces gens-là, ils ont été des martyrs. Ce n'était qu'une petite île parmi d'autres, où des hommes et des femmes ont été emmenés de force. Dans cette île, la liberté était encore inconnue, mais son souffle enflait déjà les poumons et les cœurs. Elle hurlait déjà derrière les montagnes. Libérer la Caraïbe, eh bien, pour ce faire, c'est-à-dire dès que cette volonté existera, eh bien, c'est-à-dire au niveau de la manœuvre, elle sera très simplifiée. Les musulmans caribéens, américains et les musulmans, déjà, je veux dire que je veux parler des musulmans des Antilles. Il ne faut pas être surpris qu'en Guadeloupe, on ait des expressions espagnoles qui ont une étymologie arabe, parce qu'on sait que dans l'histoire de l'Espagne, l'Espagne a vu l'influence arabe de 711 jusqu'en 1492, la Reconquista espagnole. Donc c'est normal que, vu que la Guadeloupe a été une île espagnole de 1493 à 1530 environ, l'Espagne ayant vu l'influence arabe, en Guadeloupe, on a des expressions espagnoles qui ont une étymologie arabe, et c'est le cas de Guadeloupe, Oued el Oub, rivière de l'amour. Les musulmans des Antilles, ils sont, c'est-à-dire, ils ont un esprit de corps par rapport au mouvement indépendantiste.
C'est-à-dire qu'ils souhaitent effectivement contribuer à un effort au niveau de la militance et au niveau politique pour aider justement les peuples caribéens à sortir, et notamment le peuple martiniquais, à sortir du joug colonial français. Même en gouvernance locale, je pense qu'on a des enseignements à tirer. Quand on voit les 6 provinces du Fouta, elles étaient autonomes, fortement, reconnaissant l'autorité de l'Almami au niveau central. Iliman Boubacar Khan, qui était un ami d'Abdul Qadir Khan, était vraiment au centre de tout, mais avec son autonomie, mais dans l'Almamia. Même chose que les autres provinces. Yirla de Hebrial, Damga, Ngena, Lao, tout ça sont des provinces qui étaient fortement autonomes. Donc sur le plan même de la gouvernance locale, on peut tirer des enseignements. Même la redistribution des ressources. Vous savez, en parlant de l'autonomie des provinces, même des villages, la gouvernance locale, au vrai sens du terme, les ressources qui étaient collectées étaient redistribuées au niveau local. Donc on essaie de gérer les pauvres au niveau local. Je ne parle pas de bourse familiale, mais on essaie de réduire la pauvreté en essayant de collecter de la zakat légale et le cheptel, de la récolte, de la fin du mois de Ramadan. Tout cela a été collecté par le chef du village et le Qadi et l'Almami étaient redistribués au sein du village. Au Fouta, son nom transcende les âges et les vicissitudes de l'histoire. Il est toujours chanté par les griots, dépositaires des traditions et des hauts faits guerriers. Et je pense que les musulmans, parmi je peux dire les forces musulmanes caribéennes et antillaises qui sont dans le monde et en Europe, ils peuvent porter une contribution très significative à la résistance de notre peuple. Et je crois que par rapport à cette réalité, il faudrait aussi avoir aussi un esprit de corps par rapport à l'Afrique, par rapport à la résistance des peuples musulmans face à l'hégémonie européenne. C'est une réunion qui a construit le Fouta actuel, ses frontières, sa constitution, les règles de gouvernance, on les a bâties à partir de là-bas. Même les titres, au lieu de Satigué, on a maintenant Almami. Et le Parlement, ce qui entourait Almami, c'est à partir de la réunion de Khoré-Fondé. Il annonce la règle de l'alternance dans le pouvoir, supprime toute forme de transmission dynastique du pouvoir religieux, met un accent majeur sur la compétence, la probité morale, l'intégrité, la droiture, la connaissance des textes sacrés, le respect des relations avec le peuple, le respect des principes contenus dans le Saint-Coran et dans la Soumma. Il développe une culture fondée sur la promotion de l'enseignement, sa gratuité, son accès à tous, sans condition pratiquement d'exigence de quelque nature que ce soit. Il met sur pied une justice non seulement forte, honnête, intègre, mais décentralisée, avec la possibilité de recourir à l'appel quand on n'était pas satisfait des sentences qui avaient été prononcées, pour que chacun puisse être sûr et certain que tout ce qui aura été décidé concernant les questions dans lesquelles il est impliqué l'a été selon des normes qui sont des normes dont l'intangibilité ne peut être remise en cause. Et il a ensuite redéfini les contours du Fouta en lui donnant désormais un cadre géographique et une assiette territoriale extrêmement précise et en définissant les entités composantes, de sorte que le Fouta devenait une entité géopolitique territorialement homogène, organisée de façon stricte. Parce que les luttes se tiennent, se soutiennent, et c'est cette solidarité, comme on dit, c'est cette solidarité des opprimés qui va ramener quelque chose de bon. Nous devons faire un effort pour essayer de réconcilier, que l'histoire ce soit un élément pour nous réconcilier avec nous-mêmes, parce que l'Afrique c'est une partie de nous-mêmes, et non un élément de dispersion, de division. Mettre le colonialisme français en position d'accuser, en disant que bon voilà, il y a un problème, il n'y a pas de démocratie aux Antilles, c'est pas vrai, il n'y a pas de démocratie aux Antilles, c'est une occupation coloniale, c'est-à-dire transformée sous forme de département ou de région, mais le problème existe pour permettre au peuple antillais de connaître les différentes écoles
de la présence africaine. Comme beaucoup de jeunes Foutanké, Thierno Souleymane Baal a commencé ses humanités dans son village auprès des siens. Alors tout le monde sait que dans cette zone, l'attachement à l'islam était très profond et très ancien. Et tous ceux qui sont sortis de cette zone sont des gens qui, pour la plupart, avaient commencé leurs humanités, d'abord dans le Fouta, pour ensuite maintenant aller les poursuivre dans d'autres zones, telles que le Cayor, au sein duquel la région de Saniokhor, qui correspondait à l'université de Pire, était constituée comme un pôle majeur. Et après, il est sorti vers la Mauritanie. Il est resté longtemps en Mauritanie. Il a fait ses humanités là-bas. Et après, il est retourné au Fouta. Une fois au Fouta, il a fait beaucoup de ses compagnons, de ses anciens amis, partir au Cayor. À l'époque, ce n'était pas forcément Kadi Amar Fall, mais le Pire. Pire, Saniokhor, au cœur du Cayor. Au XVIIIe siècle, Pire abritait une célèbre université islamique. L'institution y avait été implantée vers 1603 par Khali Amar Fall. Les étudiants venaient de toutes les contrées pour y approfondir leur formation islamique. Les enseignements qui étaient dispensés étaient très recherchés par les étudiants musulmans de l'époque. C'était une prestigieuse école où se côtoyaient différentes communautés.